Donc, je suis heureuse de faire cette interview avec Claude Parisot, qui est auteur de Réenchanter son couple, qui a écrit un livre qui est sorti au mois de janvier. Au mois de janvier de cette année, et qui est thérapeute de couple spécialisé dans la méthode Imago, et thérapeute aussi également. Tu veux rajouter quelque chose sur qui tu es? Oui, j'ai accompagné les hommes, j'ai accompagné aussi en individuel, mais aujourd'hui je m'occupe vraiment que de couple. Je supervise les thérapeutes de couple, et j'anime des stages de couple. C'est vraiment le couple qui m'anime. Je suis aussi formateur encore en gestion du stress, mais ça c'est une petite partie de mon travail, mais sinon le reste du temps, oui. Voilà, donc j'ai pris l'initiative d'interviewer Claude, parce que non seulement c'est un ami, mais surtout parce que justement tu travailles avec les couples, c'est devenu une spécialité, et avec la méthode Imago. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse débattre ensemble de l'amour au XXIe siècle, puisqu'on est tous les deux spécialisés de par nos métiers, nos formations, nos parcours et nos expériences sur la relation amoureuse. Et donc j'avais plaisir aussi à l'interviewer et poser des questions sur Claude, c'est quoi pour toi l'amour au XXIe siècle? Et après je donnerai aussi mon avis sur le sujet. Alors pour toi, comment c'est la vie de couple au XXIe siècle? C'est comment? Je vais rien apprendre aux personnes qui vont écouter. C'est complexe, c'est exigeant. C'est vrai que de mettre que c'est compliqué, ça met, je trouve, un poids. Non, c'est exigeant. Je pense que c'est le plus grand défi du XXIe siècle aujourd'hui, d'être en relation et en relation d'amour. Tout dépend après ce qu'on appelle aussi amour, mais pour moi, c'est d'être en intimité. Moi, je crois que c'est le mot qui me parle le plus, certainement pour moi aussi, où les blessures, elles viennent de l'intimité dans la relation enfant. Et pour beaucoup, je remarque que c'est ça, c'est la difficulté d'être vraiment en intimité avec l'autre. C'est-à-dire pour moi, l'intimité, c'est être dans sa vérité, d'être toujours dans sa vérité, d'oser dire ce qui n'est pas dissible par moment, parce que c'est tout ce qu'on ne dit pas qui éloigne. Donc pour moi, c'est ça le grand défi, et être en relation d'amour au XXIe siècle. Je pense qu'il y a autant de relations, de couple ou de tout ce qu'on veut, d'amour, des relations d'amour, quelle que soit la forme. Il y a autant de façons d'être en couple ou en relation que de relations aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a 50 ans, c'était pas ça, Alors, justement, quelle est pour toi la différence entre ce qui se passe dans notre société actuelle au XXIe siècle et ce qui se passait avant? Quelle différence tu fais? Qu'est-ce que tu notes? Parce que là, tu nous parles d'intimité au sens de vivre en vérité, etc. Qu'est-ce qui était si différent avant? Ce qui était si différent, là c'est le psychosociologue, parce que c'est vrai que j'ai pas dit que je suis allé au Québec, que j'ai vécu les 5 dernières années au Québec, où j'ai fait un petit doctorat, on appelle ça une maîtrise de psychosociologie, où justement on parle pas mal de ces sujets-là, et pour moi il y a plein de facteurs, donc je vais pas parler de tous les facteurs parce qu'on n'est pas sur un cours de psychosociaux, c'est juste que le temps s'est accéléré, le monde s'est accéléré. Ouais. Et donc pour moi j'appelais mes séminaires ralentir pour sentir. Donc comme on va vite, on sent moins. Et si on sent moins, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne sent pas ses besoins, on ne sent pas ses envies, on ne sent pas aussi ce que vit l'autre, c'est-à-dire on ne prend pas le temps d'être dans le monde de l'autre, d'être dans l'empathie. Et pour moi c'est un monde qui manque d'empathie. On fait encore la guerre aujourd'hui, par exemple, ça montre bien, et on projette nos souffrances sur les autres. Dans le temps, nos parents, moi ce que j'observe, et puis aussi de ce que je discute aussi avec nos anciens, c'est que on n'était pas en couple pour les mêmes raisons aussi. Oui. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une exigence, on veut être amoureux, on veut vraiment voilà, il y a l'amour qui rentre beaucoup plus en compte qu'avant. Avant, l'amour venait après. Ils savaient construire l'amour, pour beaucoup. Pas tous, mais... Oui. Mais aujourd'hui, je trouve que non. Enfin, toi, tu dis on cherche l'amour. Moi, je rajoute souvent, on cherche au XXIe siècle l'épanouissement personnel. C'est-à-dire chaque individu cherche à s'épanouir au sein du système couple. Et il y a cette injonction qui est trop forte, qui n'était pas forcément présente, puisqu'ils étaient plus, comme tu le dis pour moi, dans des modes, dans des rôles prédéfinis. L'homme et la femme faisaient ceci, cela, avec des fonctions particulières. Et surtout, on était plus dans la survie, puisqu'on était dans une période de guerre, d'après-guerre, etc. Donc, on était moins dans la vie et plus dans la survie. Et effectivement, puisqu'on est maintenant passé de la survie à la vie, dans la vie, on a plus de temps pour se questionner sur notre épanouissement individuel. Mais c'est ça, les gens qui viennent, c'est des gens qui ne sont pas sur la pyramide de Maslow, dans les bases. Si les gens...
leur but, ils essaient déjà de survivre et de manger, d'avoir un toit. Ils vont pas s'intéresser au développement personnel. Par contre, les gens qu'on accueille sont des personnes qui, comme tu dis, voilà, aujourd'hui s'intéressent à leur développement personnel dans la relation, et ça pose aussi problème, ça aussi, parce que ça augmente les difficultés, les exigences. C'est ça. Et donc, ça demande une meilleure communication, mais sauf qu'on n'a pas appris à communiquer ni à l'école, ni dans nos familles, ce qui fait que ça coince. Donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est quand tu pointes ce niveau d'exigence, donc il y a un idéal d'épanouissement, il y a beaucoup d'attentes dans la relation amoureuse, et tu as parlé d'amour. Pour moi, souvent, je disais tout à l'heure en atelier, j'animais un atelier sur la dépendance affective, je disais ô combien on a des attentes énormes, et notamment sur le couple romantique, tu vois, l'amour, le romantisme, l'éternel amour, le soutien, enfin tout ce qu'on attend au niveau du couple, et combien il peut y avoir un décalage justement entre notre idéal, notre rêve, et le principe de réalité qui fait que on est souvent fort déçus. Tu parles de communication, on ne sait pas très bien communiquer, ou communique pas bien, mais souvent ça manque de savoir-faire. On aimerait être empathe, on a des bonnes intentions, mais on n'y arrive pas. Donc il y a souvent ce décalage, moi je trouve, entre notre rêve, notre idéal et la réalité. Tu as raison, il y a plein de sujets à chaque fois dans ce qu'on dit là, on pourrait aller à plein d'endroits, parce que tu vois là, l'idéal, moi je sais que avec le côté HP, avec ses caractéristiques neuroatypiques, j'ai découvert au Québec que ces personnes-là, on a par exemple des grands idéaux. Et moi, mes idéaux aussi me piègent complètement. Et c'est facile à dire de ne pas avoir dit, ils sont là. Et tu disais les attentes dans le livre, j'en parle pas mal. Je fais pour moi une grande différence. C'est vrai que les attentes, tu vois, ça crée de la dépendance affective. Et c'est pas que ça crée, c'est que c'est la dépendance affective qui fait qu'on a des attentes. Et être en relation, pour moi, c'est sortir de là. C'est-à-dire, c'est apprendre nos besoins n'ont besoin de personne. Donc, c'est apprendre à se donner, nous, ce que notre partenaire ou nos partenaires ne peuvent pas nous donner. Et c'est pas ça qui existe aujourd'hui. Et dès qu'on est dans l'attente, il y a un risque d'être déçu. Donc, au lieu d'avoir des attentes, c'est normal d'avoir des désirs, c'est normal d'avoir des envies, des besoins. Sauf que c'est important de les exprimer. Quand l'autre ne peut pas, c'est notre responsabilité. Et c'est ça, là, le développement personnel, pour moi, il est indispensable quand on est là. Ouais. C'est-à-dire d'aller voir à l'intérieur. Parce que si on ne va pas à l'intérieur, on va projeter sur notre partenaire tout ce qui nous empêche d'être en lien. Oui, tout à fait. Donc tu confirmes ce que je dis d'une autre manière, oui, ton vocabulaire. Oui, c'est ça, je dis d'une autre façon. Mais je dis souvent la même chose en disant comment on doit vraiment se réapproprier notre part de responsabilité. Pour ça, tout le monde le dit, mais c'est bien de leur dire. Et comment on rend conscient ces attentes qu'on projette sur l'autre, ou qu'on projette sur le rêve de l'amour, peut-être même pas sur l'autre. Souvent, c'est l'idée que je me fais que le couple doit m'apporter ceci et cela, doit me combler, et que c'est une représentation d'ailleurs, et qu'au final, il y a souvent déception à la clé, puisqu'il n'est pas à la hauteur de cette réalité, parce que nous sommes avec des êtres en face de nous qui sont limités, névrosés comme nous d'ailleurs, qui ne peuvent pas tout nous donner, et on est souvent fort déçus dans nos attentes, et en même temps, c'est comme tu le dis, c'est à nous de nous réapproprier nos envies, nos besoins, avec qui, avec ce partenaire-là, oui, avec lui, il ne pourra pas plus que ça. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est une vraie question. Et c'est vrai que moi, je reviens sur ta pointée exigence. Le mot exigence, pour moi, il est essentiel. Tu vois, ce niveau d'exigence. Et je pense que nous sommes beaucoup à être, pas forcément HP, c'est-à-dire au potentiel, mais idéalistes. Et on a ce côté idéal, ce rêve. Même, alors on me dit, mais souvent les jeunes consomment, et on jette la relation, pas que les jeunes d'ailleurs. Oui. Mais de manière factuelle et observable, on remarque quand même que la majorité, je trouve, continue à idéaliser ou à rêver ce couple, cet amour romantique, cet amour d'épanouissement. Non, tu ne trouves pas? Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Puis justement, j'en parlais de ça il n'y a pas longtemps. Je me disais, moi aussi, par exemple, longtemps, j'ai voulu être en couple. En plus, je suis thérapeute de couple. Puis j'avais vraiment beaucoup de mal, donc il y avait de la culpabilité. En France, c'est pas normal que tu sois thérapeute de couple si t'es pas en couple. Forcément, t'es pas compétent, c'est ça qu'il y a derrière. Pas congruent, c'est ça. Mais là, j'étais au Québec, pour eux, c'est pas un problème, c'est une question de culture. Mais moi, je vois que moi, j'ai cherché à être en couple, mais c'était ma tête. Dès qu'on est dans la tête, dans des projets, des attentes, on n'est pas là dans la relation. On est déjà dans des images qui viennent du passé, qui ne sont pas forcément nous. Il y a tout ce que la société attend, il y a nos parents, il y a l'éducation, il y a l'école, il y a tout ce qu'on a appris. C'est important de faire le tri là-dedans et de voir qu'est-ce que je veux vraiment. Puis c'est récent quand même pour moi que j'ai pris conscience que moi, j'ai envie vraiment de partager. J'ai envie de vivre des choses avec ma partenaire. Puis c'est important de le nommer. Mais être en couple, en fait, pour moi, c'est
c'est la phase après. C'est pas vouloir être en couple, c'est de construire une relation intime, puis au fur et à mesure, on voit. Je prends un exemple, par exemple, très souvent, moi j'ai vécu avec mes partenaires alors que je me sentais très vite envahi. Je me sens très vite envahi par l'histoire d'abus que j'ai eu tout bébé. Je sais ça, j'ai fait pas mal d'années, vraiment beaucoup d'années de thérapie, mais je me soumettais peut-être à l'envie d'autre, ou est-ce que j'imaginais que ma partenaire avait envie, et je me mettais sous le même toit trop vite, ce qui fait que je me sentais envahi, puis ça venait réveiller mes blessures d'abus, j'en avais pas conscience, et puis ça coinçait à ce moment-là. Tandis qu'aujourd'hui, moi, comment je le vois, c'est plutôt de vivre la relation, de passer des moments, de construire ensemble, vraiment, mais comme une équipe. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'on se rendra compte qu'on est toujours sous le même toit. Et là si on devient couple, ou bien... Parce qu'on peut être en couple sans être sous le même toit, je fais une parenthèse, surtout après 50 ans. Mais par exemple, le couple, pour moi, c'est pas une finalité, c'est une forme. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et en tout cas, je dis ça de mon observation, et aussi de ces 13 ans d'expérience avec les couples. Oui. Et je rebondis là-dessus quand tu dis le couple ne doit pas être une finalité, mais une forme de relation parmi d'autres. C'est exactement le propos que je tenais là, puisque je travaillais sur la dépendance affective il n'y a pas plus de 5 minutes. Et je disais justement, si vous élargissez pas les options, c'est-à-dire en imaginant d'autres formes relationnelles que le couple, pour vous faire du bien, pour vous nourrir au niveau des besoins de tendresse, d'affection, d'attention, même de sexualité, etc. Alors à ce moment-là, il y a un piège, c'est le couple et rien que le couple. Et donc on est pieds et poings liés à l'idée que le couple est vecteur de bonheur. Et du coup, ça peut être extrêmement piégeux, effectivement. C'est une pression. C'est une pression. Il y a quelque chose ça met la pression. Tu n'es pas en couple. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre. Tu vas finir seul avec Pour les femmes, c'est avec ton chat, seul. Pour les hommes, c'est là. Donc ça a l'air terrible. C'est ça a l'air terrible. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de nourrir, d'être un bon compagnon pour soi. Alors c'est facile à dire aussi, ça c'est quoi s'aimer, c'est quoi. Et moi j'ai découvert ça pendant la pandémie, comme beaucoup, je vois que beaucoup de gens, le fait de ralentir, moi j'étais déjà dans la lenteur puisque je travaille peu, par choix, mais j'avais l'impression que tout le monde était à mon rythme, c'était vraiment agréable. Et moi ça m'a permis vraiment de voir que de nourrir des pratiques, on n'a pas le droit de sortir. Donc qu'est-ce qui me nourrit dans la journée? J'ai vraiment appris à faire que des choses qui me nourrissent. Et du yoga, de la marche, j'ai fait à manger, j'ai appris plein de choses. Je veux dire, j'ai écrit mon livre pendant la pandémie. Puis mes journées, elles étaient magnifiques. Et j'étais seul et j'étais bien avec moi-même. Ouais. Et quand on apprend à être un bon compagnon avec soi, c'est beaucoup plus facile d'être un bon compagnon pour l'autre et aussi de rencontrer la bonne ou le bon compagnon. Et je suis très contente que tu en parles comme ça, de cette forme-là. Parce que souvent, on entend dans le développement personnel, la plupart du temps, on dit amour de soi. Alors après, les gens, il faut que j'arrive à m'aimer, mais pourquoi j'arrive pas à m'aimer? Alors c'est très conceptuel pour moi, amour de soi, mode d'emploi, mais on fait comment? Et puis après, personnes, elles se disent, mais j'y arrive pas, je suis nulle, pourquoi les autres n'y arrivent pas? En fait, c'est bien, moi j'aime bien cette traduction, quand tu dis être un bon compagnon pour soi-même, et c'est expérimenter finalement, quand tu te retrouves dans ce contexte où finalement tu étais quand même dans le confinement, donc assez livré à toi-même, comment je me nourris, comment je sais faire des choses bonnes pour moi? Et c'est de la pratique et de l'expérience, c'est pas juste amour de soi, mode d'emploi, ça va pas marcher. Non. Parce que chacun doit le trouver. Dans mon livre, je partage ce que j'ai découvert, mais tout ça, je parle de mon expérience. Chaque expérience va être différente. Et oui. Et comment on fait? C'est aussi de se faire aider. Alors, moi, je parle de ça parce que c'est aussi quelque chose que j'observe. Puis j'ai fait des liens en imago, on va beaucoup dans l'enfance, on fait des liens avec l'enfance. Mais la plupart des personnes, en fait, ne demandent pas de l'aide. C'est-à-dire, nous, on voit des gens qui viennent nous demander, mais c'est encore une infime partie de la population. C'est sûr. Mais et le truc, c'est qu'enfant, si on a eu des parents, et c'est la plupart quand même d'entre nous, où on a intégré qu'on ne pouvait pas soit avoir confiance, ou ils n'avaient pas le temps, ou on ne se sentait pas en sécurité, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris à faire tout seul, à ne pas demander, parce qu'on n'avait pas les réponses qu'on voulait. Donc, quand on a appris à faire tout seul, enfant, qu'est-ce qui se passe, adulte? On a l'impression qu'on demande, mais on ne demande pas. Je vois bien, même mes amis, des fois se séparent, ils me disent ça, alors qu'ils savent que je suis thérapeute de couple, et puis je leur avais dit, si avant de vous séparer, venez me voir au moins une séance, je dirais. Puis juste parce qu'on se sépare pour les raisons qui ne sont pas celles pour lesquelles on pense se séparer la plupart du temps. La plupart des couples, c'est ça. Donc c'est juste de faire la démarche de demander de l'aide. Et ça, même dans les couples, on n'ose pas de demander, on pense que l'autre sait, ou alors on a l'impression de demander, mais c'était tellement pas précis que l'autre ne comprend pas. Oui. Et c'est ça, c'est le fait, on ne parle pas la même langue. Donc pour moi, c'est apprendre à parler la même langue
oser se dire, mais ça c'est sortir de nos éducations, surtout nous les hommes, il faut être compétent, etc. Donc on ne demande pas, parce que si je demande, ben, ça veut dire que je ne suis pas compétent, et puis surtout j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc. etc. Donc c'est ça qui est aussi, tout ça, ça rajoute, je trouve... Oui, des niveaux d'exigence, de complexité en tout cas, ouais. Qui fait que... Alors donc ça m'amène à poser la question suivante, puisque en fait on dit, on le remarque, hein, le couple est fragile, il y a beaucoup de divorces, de séparations, de gens qui... Nous on les voit sans arrêt, ben, tu me diras les autres qui vont bien on les voit pas, mais on a quand même... Il n'y a pas que nous qui remarquons qu'en tant que thérapeute, il y a beaucoup de personnes qui témoignent du fait que c'est compliqué de mener un couple à long terme, beaucoup de difficultés sur le chemin. Donc, tu parlais justement de séparation. Pourquoi, à ton avis, le couple est si fragile et y a-t-il autant de séparations à notre époque? Et je le disais, il y a autant de séparations parce qu'on ne prend plus le temps de se parler. Parce que les personnes, je donne un exemple, quand je suis en conférence, et il y a des personnes qui me disent, je leur dis que le but, c'est de faire un dialogue par semaine. Même ceux qui viennent au stage de 4 jours, ils partent, ils sont en lune de miel. Après les 4 jours, mais tout le monde est en lune de miel, vraiment. Vrai, sauf que 3 semaines après, si on ne fait pas les exercices, on revient au même endroit. Je n'ai pas de baguette magique, je ne suis pas un sorcier. Mais tu ne les suis pas derrière, mais non. avec la bonne fée. Et le problème, c'est quoi? Mais même dans les conférences, à Paris, quand je faisais des conférences à Paris, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait ici, mais ils me disaient, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, mais passer 1 heure à faire un dialogue par semaine avec ma partenaire, non mais vous n'êtes pas dans la réalité. Puis il me disait ça vraiment. Et puis je lui dis simplement, moi c'est ce qui me venait naturel. Si vous pouvez passer 40 heures au travail et pas 1 heure pour la relation par semaine, posez-vous la question, pourquoi vous restez en couple? Pour moi, c'est une vraie question. Je rappelle quand même que les dialogues dont il parle, ce sont des... Oui, c'est précise, que tout le monde ne connaît pas les dialogues Imago, qui sont souvent des protocoles à suivre, qui durent une demi-heure, voilà, maximum 1 heure. Voilà, mais c'est des protocoles où c'est souvent des dialogues d'appréciation, mais pas que. Non, dialogue pour parler de nos frustrations. De nos appréciations. Enfin, c'est un temps qui est consacré qu'à la relation. Voilà. Et le but, c'est de descendre dans le cœur, de se connecter avec le cœur. Il y a des protocoles, comme tu dis, il y a une structure qui amène dans le cœur, qui met beaucoup de sécurité et qui nous permettent de nous déposer. Mais ça, il faut du temps. On ne peut pas le faire comme ça, tiens, on va parler. Non, on fait une méditation, on se connecte par le cœur, il y a tout des choses à faire. Et les gens, on est dans une société, comment on appelle ça l'immédiateté. Mais ça, McDonald's, tu vois, mais l'immédiateté. Puis il y a aussi tellement de possibilités aujourd'hui à côté qu'on a l'impression que l'amour, c'est il y a mieux ailleurs, et puis on va toujours chercher mieux. Si ça ne va pas là, on veut l'ailleurs. Il y a ça, et puis moi, je rajoute une des difficultés que j'observe aussi, c'est ce côté où on est, mais ça, c'est à toutes les époques, c'est on est happé par tout ce qui est traumatique et toutes les difficultés. C'est-à-dire qu'on va pointer et mettre notre attention sur tout ce qui est difficile en voulant résoudre des problèmes. Et puis parfois, on oublie, et toi tu peux en parler aussi, tout ce qui va bien, toutes les petites choses du quotidien qui apparaissent comme anecdotiques. Et donc, on ne met pas l'attention ni la gratitude, on ne se remercie pas des petites choses qui passent inaperçues. Mais par contre, alors, dès que ça va mal, on s'engouffre et là, on veut résoudre des problèmes. On n'a tellement pas le temps, on prend pas tellement qu'on va parler de ce qui ne va pas en pensant que c'est ça qui va nous sortir de la crise. Ouais, tout à fait. Sauf qu'à force de parler, la psychologie positive, à force de parler de ce qui ne va pas, ça crée des autoroutes neuronales et ça ne va pas. C'est comme dans les années 60, quand il y avait le cri primal, on balançait la colère et on pensait que ça faisait du bien de libérer la colère. Mais sauf que les sciences ont permis de prouver que plus tu cries, plus tu crées des autoroutes neuronales qui fait que ça va pas. Et tu as raison, c'est de nourrir le positif qui améliore la relation. Donc, il y a des études qui montraient que il faut 5 appréciations positives pour une négative. C'est-à-dire que quand tu fais une négative, il en faudrait 5 pour que le cerveau revienne à un niveau de calme. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Les Français en croyant bien faire en plus. Oui. En se disant, si on pointe ce qui va pas bien, on va peut-être finir par trouver une solution. Parce que c'est souvent problème-solution. Et en fait, parfois, on parle sur la relation pendant des heures, on se prend la tête toute la nuit, puis le matin on est crevé, et puis après on recommence, et finalement, on n'apaise pas nos sensibilités. C'est-à-dire on enflamme le terrain au lieu de l'apaiser. Et comme tu le disais si bien, une des manières de se joindre, c'est d'augmenter la sécurité au sein de la relation plutôt que d'augmenter l'insécurité, de l'enflammer sans arrêt. Ce qu'on a du mal à faire en général. Et pour moi, c'est quand je te disais, mais quelle est la problématique majeure qui rend le couple si fragile? Souvent, c'est qu'on a un réel désir de se connecter, d'être en connexion. Il y a de l'amour, c'est pas que ça manque d'amour,
mais ça manque presque de savoir-faire ou de compréhension de comment on fonctionne quelque part. Ben c'est ça, les hommes et les femmes, on est différents, puis chaque être humain est différent. Et comme tu disais, le but c'est, quand on se rencontre, en plus, il faut comprendre aussi un peu le coup, comment ça fonctionne. Souvent, quand on rencontre quelqu'un, j'aime bien cette image-là, je prends de plus en plus cette image pour aider à comprendre, c'est imagé, mais c'est deux petits-enfants qui se rencontrent avant les adultes. C'est-à-dire, c'est nos inconscients, puis c'est mon petit garçon, quand il a un coup de cœur pour une femme, lui, il a compris qu'elle, elle avait la même blessure et qu'elle allait le comprendre. C'est ça qui se passe, c'est nos inconscients, c'est ça l'imago, c'est toutes les caractéristiques positives et négatives qu'on avait vues de nos parents enfants. Et ce qui fait qu'on va aimer plein de choses, et puis c'est les mêmes choses qu'on va après détester. Mais si on comprend pas ça, puis après on va commencer comme on a les mêmes blessures, mais qu'on réagit de manière différente, eh ben, nos défenses, elles vont commencer à se cogner. Et puis, si on n'a pas un outil qui met de la sécurité, ben, on peut plus se montrer vulnérable, parce que c'est la vulnérabilité qui fait avancer. Sauf que là, ben, c'est nos défenses, et quand on est en défense, c'est le cerveau reptilien qui est là pour la survie. Voilà, et là, il y a beaucoup de théories à faire là-dessus, mais c'est vraiment ça. Ah oui, c'est essentiel ce que tu pointes là. Pour moi, comment, à un moment donné, notre meilleur allié devient notre plus grand ennemi. Donc on est en méfiance, en vigilance, et du coup on se détend plus. Donc insécurité qui grimpe, réaction sur réaction, blessure contre blessure. Et là c'est et seul on ne peut pas y arriver. Et d'où l'accompagnement à cet endroit-là, parce que s'il n'y a pas une tierce personne, c'est les luttes de pouvoir de petits enfants qui disent mais écoute-moi. Puis l'autre aussi qui dit écoute-moi. Puis ça marche pas. Et alors le but c'est d'être partenaire. Moi c'est de l'apprentissage des couples, c'est de voir qu'on veut la même chose. Tu as raison. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est on veut la même chose. Si on se rencontre, on veut, mais souvent on a l'impression que l'autre non, il ne comprend pas parce qu'on parle pas la même langue. Les langages d'amour, je fais des références au langage d'amour aussi. Alors qu'on veut la même chose et tous les couples se rendent compte que ce soit dans la sexualité et dans la vie de tous les jours, on veut la même chose, mais on est tellement différents qu'il faut apprendre à une langue où le rationnel descende plus dans son cœur, l'émotionnel remonte plus dans son cœur pour que tous les deux puissent se parler. Et moi, cette structure imago, pour moi, j'ai pas trouvé quelque chose de mieux pour que les couples, en tout cas les relations d'amour. Je fais ça avec des jeunes en ce moment, c'est extraordinaire, mais eux ils comprennent à une vitesse et ils disent on a des outils pour la vie. Tu te rends compte? Je dis oui, je me rends compte. C'est ça qui est génial. Ça, c'est très bien parce que toi, avec la thérapie Imago et la méthode Imago, tu travailles vraiment sur améliorer cette communication, ce langage qui permet de se connecter, de se rejoindre, de se comprendre, de s'écouter, etc. Donc, ça augmente la sécurité. Et moi, c'est vrai que je rajoute une thématique qui est de diminuer le nombre des attentes et de se réapproprier ses besoins et de dire, OK, il ne pourra pas être le pourvoyeur unique de tous mes besoins. Et donc, à ce titre-là, je vais récupérer mes besoins frustrés, par exemple, parce que l'autre est limité. Et alors, je vais élargir mes stratégies avec mes cercles d'amis, avec mes activités personnelles, ne pas avoir envie de me fondre dans l'autre et de faire tout ce qu'il aime parce qu'il aime et qu'il faut faire tellement de compromis en couple. Donc, tu vois, les deux sont importants. Et la communication pour augmenter la jonction, en fait, comment on va vraiment... se rejoindre quand il y a des différences et des ruptures de liens, et à la fois cette réappropriation de non, on ne peut pas tout attendre du couple, on ne peut pas tout faire ensemble, et c'est pas sain de vouloir tout partager ensemble ou trop attendre de l'autre, du soutien, de la sexualité, de la confidence, enfin plein de choses. Tu viens de dire sexualité, j'allais en parler, parce que tout ce que tu disais, on peut le ramener à la sexualité. Quand nos besoins ne sont pas les mêmes à un moment donné, c'est qu'on en parle, et comment on fait pour les nourrir. Les gens vont me dire oui, mais je vais pas avoir la sexualité avec quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est ce qu'ils disent. L'amour avec le voisin d'à côté, Mais c'est pas ça, c'est à cet endroit-là, c'est quoi le besoin derrière, et puis c'est aussi d'apprendre une sexualité. Moi, je suis sexothérapeute aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit là, mais je me suis spécialisé dans les stages aussi sur la sexualité pour les couples, parce que je trouve que c'est merveilleux. C'est l'endroit où tous nos blessures se cristallisent, et surtout, on est tellement différents. Et c'est vrai que le truc classique de dire que, et c'est vrai, même s'il y a des gens qui fonctionnent différemment, mais que la femme, elle, c'est vrai qu'elle a besoin de connexion souvent, en tout cas le maximiseur, j'ai envie de dire, celui qui a besoin vraiment de lien et de sentir le lien plutôt, va avoir besoin de connexion pour ouvrir son sexe, et puis sinon le sexe ne s'ouvre pas. Et chez l'homme, lui, s'il se sent désiré, il se sent aimé, et puis il peut aller dans son cœur. Tu vois, et je trouve que la nature est mal faite à cet endroit-là. Je n'ai jamais compris pourquoi on était si différents et c'est si difficile de se rejoindre. C'est pour ça que j'ai beaucoup fait de tantra, et tu connais ça aussi, beaucoup de slow sex, et aussi de voir d'autres, surtout à 50 ans, on ne fait pas l'amour comme à 20 ans. Ouais. Et je trouve que ça aussi, c'est indispensable. Moi, je travaille énormément, systématiquement avec les couples sur la sexualité, parce que là,
la communication à cet endroit-là, elle est importante. La sécurité, elle est importante, mais pas que la sécurité. L'aventure aussi, s'il y a trop de sécurité, il n'y a plus de sexualité non plus. Oui, et quel conseil tu pourrais donner justement à ces couples qui sont fragilisés au niveau de la sexualité? Alors aujourd'hui, c'est pas tant souvent un homme frustré et une femme, tu vois, un homme qui est demandeur, tu parlais de maximiseur, et c'est souvent même l'inverse, c'est les femmes qui sont plus demandeuses de sexualité et les hommes qui se retrouvent là, ne savent plus quoi faire. Bon, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Mais ça dépend les âges, en plus, les âges. Mais moi, je dirais, il y a plusieurs conseils, mais moi, je suis cash. C'est mon opinion, après, c'est que la mienne. C'est déjà, à cet endroit-là, quand il y a des blessures, ou bien je me souviens, moi, d'une petite remarque qu'il m'a fait, j'avais vu mon cœur se fermer, c'est plus jamais réouvert avec cette personne-là. Quand on touche les problèmes de sexualité, il y a la castration qui peut être pas loin, et on a notre responsabilité, chacun, hein, c'est toujours 100% de chaque côté, mais c'est vraiment impressionnant comme s'il y a ces problèmes-là dans la sexualité, dans les couples, demander de l'aide. Pour moi, si on ne demande pas d'aide, c'est très compliqué. Ou alors apprendre des façons de communiquer. Il y en a qui vont faire des stages de CNV, je sais. Mais même la CNV, moi je vois en couple, ça demande beaucoup d'apprentissage, ça demande de vraiment s'écouter, ça demande beaucoup déjà d'outils. Mais moi, les couples, ce que je demande, je les invite, c'est aller aussi faire des stages. Moi, je les envoie vraiment dans les stages de slow sex, d'apprendre à ralentir. Parce que c'est aussi, tu sais ce que je disais au début, oui, pour moi, c'est toujours de ralentir. Dans ce monde, ceux qui arrivent à... Je me souviens de Scott Peck, le premier livre que j'ai lu, mais tout le monde, il revient, ce livre-là, Le chemin le moins fréquenté. Il expliquait déjà la force anthropique qui nous descend vers le bas. La seule façon de ne pas se laisser engouffrer, c'est ça, c'est juste de ralentir et d'aller à l'encontre de l'accélération du rythme de la société. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée-là. Tu vois, ça m'associe sur un exemple concret. Tu vois, par exemple, si je te prends l'exemple d'une femme, je ne me sens pas désirée, et parce que là, à ce moment-là, moi, j'ai envie de faire l'amour et pas toi. Et donc, tout de suite, en automatisme, tout de suite, il va y avoir « Ah, mais moi, il me rejette, il ne me désire pas, donc il me rejette. C'est que je ne suis pas désirable, c'est que je ne fais pas le bon mouvement, c'est que ceci... » Voilà, projection. Et ça peut être extrêmement rapide, tu vois, mais en général, ça va très vite. Tu n'as même pas le temps de dire ouf, que déjà, tu es figé, tu te retrouves « Ah ouais, je ne peux pas bouger, je suis bloquée. » Voilà. Donc, tu parlais de ralentir. Est-ce que ralentir, tu vois, pour un exemple comme ça, est-ce que ça peut aider, tu vois, de dire, bon, bah, on va faire une séquence, on va faire pause, on ralentit, on examine. Non, ce dialogue-là, tu vois, comme là, il n'y a plus de sécurité, parce que souvent, il y a eu des choses avant, il y a beaucoup de choses qui sont entassées dans la relation. Là, pour moi, quand tu dis ça, ce que je vois, c'est le dialogue imago. Pourquoi? Parce que dans le dialogue, je fais un dialogue sur la sexualité qui est simple, qui fait un peu l'inventaire de comment il voit la sexualité, c'est quoi faire l'amour, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui fait que je me sens en connexion, qu'est-ce qui est difficile, voilà. Et toutes des petites questions comme ça, c'est des dialogues, ils font le miroir, ils s'écoutent vraiment, et après ils disent, ah ben ils font un résumé, puis ils se valident, ah je comprends, mais non, puis ce qui m'a touché dans ce que tu as dit, puis ça me touche parce que je pense la même chose, et puis c'est parce que Et ça les rejoint tout le temps, je dis bien tout le temps, ce dialogue-là, je l'adore. Il est très simple, après il y en a d'autres. Et c'est ça, c'est de remettre de la sécurité et qu'ils se rendent compte tous les deux qu'ils veulent la même chose. Parce que si c'est tant qu'avec la tête, c'est la lutte de pouvoir. Moi, c'est ça que j'aime dans ce dialogue, c'est que même moi, là, je suis sur le côté, je mets juste que mes bras, et c'est eux qui font tout le travail. C'est ça aussi, c'est un moment, c'est qu'ils se sentent, quand il n'y a plus assez de sécurité, même le stage, c'est pas suffisant, là, il faut demander de l'aide. Ouais. La sécurité dans la connexion, dans la communication. Oui, dans la connexion, ouais. Donc, c'est vrai que toutes ces blessures qu'on revisite à travers, là, tu parles de sexualité, dans la relation, c'est vraiment de voir que l'autre n'est pas ton ennemi, que l'autre, il est ton allié, et donc, ce que tu dis, la connexion, la sécurité, c'est ces formes-là, en fait. Et c'est pas évident parce que ça réactive nos blessures, et c'est ce que tu dis, c'est hop, on se bloque, quoi. Et ça, sans outils. Comme nous, on dit, le conflit est un ami. Quand tu dis ça au Québec, ils détestent le conflit. Ah oui. Quand je faisais les conférences chouettes, un conflit, j'avais personne. Je ne comprenais pas, c'est mes amis après là-bas qui m'ont dit, Claude, si tu parles de conflit dans une conférence, personne ne va venir. On déteste, nous, le conflit. Déjà, les Français, ils nous aiment bien, mais ils n'aiment pas cette partie-là qu'on a dans les débats. Les débats, ils détestent ça. C'est agressif ou impulsif. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, là-bas, les gens venaient moins longtemps parce qu'ils baissaient les bras. Parce qu'ils ne disent pas, mais ils s'enfuient. Tu vois, parce qu'ils veulent pas. Alors que le conflit, si on a les outils pour ne pas être d'accord, pour gérer les désaccords, si on peut rester en sécurité et dire c'est hyper riche, mais qui a ça? Qui a appris?
C'est pas à l'école qu'on apprend, moi j'étais prof. Confronter plutôt que d'éviter, ouais. Donc c'est oser se confronter à l'autre, dans la différence, mais sans se taper dessus, quoi. En prenant, pour moi, il y a deux concepts essentiels. Prendre 100% de responsabilité de ce qu'on vit. L'autre, il est responsable qu'à 10%, il appuie sur un bouton rouge. Donc c'est de prendre conscience que 90% de notre réactivité, elle est liée à notre histoire. Tout le temps, ça je dis tout le temps. On peut ne pas être d'accord, mais on le vérifie en séance tout le temps, je leur dis, vous pouvez ne pas être d'accord. Et le deuxième, c'est zéro négativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller vers zéro négativité. C'est-à-dire, moi aussi, je critique quand je suis énervé. Si je me sens pas en sécurité, je me rends pas compte. Je vais faire un gros tupi. On va tomber du pont, comme nous, on installe un pont pour parler, et ça va pas aller. Et je vais revenir après, parce qu'en plus, moi, je me vois pas en tant que thérapeute imago dire, ouais, c'est toi le problème. Je veux dire, c'est ce qu'on dit. Puis on le dit tout le temps que c'est tout le temps ça. Donc, même si c'est difficile, mon petit garçon, il n'a pas envie. J'ai pas envie d'aller parler à ma partenaire, mais je vais demander un dialogue, ou elle, on va se faire un dialogue, et là, on va prendre 100% responsabilité. Et dans le dialogue, on a le droit de dire un seul tu. Le tu, c'est ce que l'autre a fait, a dit, qui nous a blessés, concrètement. Puis après, on ne parle que de soi. Comme ça, l'autre peut nous écouter, faire le miroir. Il va nous écouter, faire le miroir, et il va pouvoir être détendu. Sinon, c'est pas possible. Donc, si je comprends bien, les outils que vous proposez sont très orientés sur la communication non violente. Très. Pour moi, ça va au-delà parce que ça crée une sécurité en couple. En tout cas, moi, j'ai fait de la communication au Québec non violente, une formation, avec du focusing aussi, avec une super formatrice. Mais j'ai remarqué qu'avec les couples, moi, à chaque fois que je jouais avec les couples, pour moi, ça ne fonctionne pas assez. Ou alors, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de réactivité. Mais dès qu'il y a de la réactivité... Ça passe plus. Ça passe plus parce que ça demande des techniques, puis on est beaucoup dans la tête, puis en plus c'est fait beaucoup ça peut être fait très avec la tête, et là ça marche plus. Ah oui. Pour moi, ça c'est mon expérience. Avec le cœur aussi, oui. et c'est là. Et c'est toute la dynamique. Moi j'arrivais pas à ouvrir mon cœur. Combien d'années, même en tant que thérapeute imago, il y a encore 5-6 ans, les partenaires pouvaient me dire, les partenaires que j'ai eus me disaient, mais je vois pas ton cœur, là on fait un dialogue, mais t'es où là? Je vois pas ton cœur. Et moi je demande que ça, mais laisse-moi le temps de m'ouvrir. Oui, en protection. Et en protection, mais plus si elle pouvait accueillir cette protection petit à petit, c'est comme une plure d'oignon, ça va s'ouvrir. Et je sais que là, il y a plein d'hommes, s'ils écoutaient, ils comprendraient ce truc-là. Parce qu'on essaye, nous les minimiseurs, de faire quelque chose. On essaye de trouver, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais on a l'impression d'essayer, mais quoi qu'on fasse, on a l'impression que c'est pas assez. Et ça, c'est la blessure de compétence qui est réveillée. Ça, c'est pour les hommes, je parle. Oui, puis tu parles de minimiseur, maximiseur, tout le monde ne connaît pas. Oui, donc, le minimiseur, c'est 90% les hommes, c'est pour ça que je dis les hommes, mais ça peut être inversé. Le minimiseur, c'est celui qui... c'est vrai que j'ai bien expliqué dans le livre, parce que je l'ai relu ce matin, un passage, on m'a dit qu'il y avait une petite erreur, et donc j'ai regardé, je dis, mais je l'ai expliqué plus que je l'imaginais. C'est-à-dire, c'est vraiment la personne qui, dans la relation, se ferme, ou fuit, ou quelqu'un qui a besoin plutôt son énergie, elle va aller à l'intérieur, avoir besoin de temps pour réagir, elle a besoin de respirer, de revenir, mais prendre du temps pour revenir dans la relation. C'est la personne qui a peur d'être rejetée, puis qui va vraiment repousser, et puis pas nourrir, qui préfère ne pas être en relation pour pas envenimer. Et le maximiseur, c'est celui qui passe pour agressif, c'est celui qui vient chercher le lien, qui sent l'abandon quand l'autre coupe le lien, et on va venir chercher, plus on va venir chercher, plus l'autre va se fermer, plus on va le chercher. Donc on pourrait dire anxieux évitant. L'anxieux, c'est celui qui est le maximiseur et qui va chercher, et l'évitant, c'est celui qui dit stop, laisse-moi de l'air. Les Colette Portelan, j'aimais bien aimer aussi, c'est le déserteur et oh, j'ai perdu l'autre mot. Mais voilà, j'avais lu, ça me parlait complètement aussi. Il y a plein de grilles de lecture. Mais oui, c'est vraiment ça. Puis, le maximiseur, c'est parce que je parle du minimiseur, c'est moi, mais le maximiseur, lui, son défi, c'est d'arrêter de critiquer. Oui. Parce que même s'il a l'impression, ou elle a l'impression de ne pas critiquer, moi je disais toujours, c'est l'énergie. Je parlais de ça encore hier. C'est vrai, c'est l'intention. C'est ça, c'est dans l'énergie. Je vais parler au jeu, mais c'est quand même toi le problème. Le minimiseur, il va le sentir tout de suite, il va pas s'ouvrir, il va pas vouloir parler. Non, il se sent insécurisé, il se sent agressé. Donc ça se joue à deux, c'est des danses. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est deux formes différentes. Et puis il y en a des fois qui sont les deux minimiseurs, des fois c'est les deux maximiseurs. Et puis ça peut changer en fonction de la période, ça peut changer en fonction du partenaire. Donc faut pas se laisser enfermer non plus dans ces grilles-là. Mais c'est juste une grille de lecture pour comprendre. Ah oui, tout à fait. Oui, non, c'est fort intéressant tout ça. Ouais, moi j'adore. Et puis dernière question que je voudrais te poser,
puisqu'on pointe combien il y a des niveaux d'exigence, il y a des envies d'épanouissement, des envies de se faire du bien, de se réapproprier notre part de responsabilité et tout. Et en même temps, il y a encore beaucoup de difficultés sur notre chemin. Mais comment réinventer notre couple? Comment réinventer le couple, notre couple, ou le couple. D'ailleurs, quand on parle de couple, maintenant, ça m'amène au couple intérieur. Mais comme tu dis, être un bon compagnon pour soi-même, avoir un équilibre de nos polarités féminin-masculin, trouver notre équilibre dans notre vie, etc. Et ça serait quoi pour toi de réinventer le couple si c'était possible, en fait? Ouais, moi je l'ai appelé le titre réenchanté, mais c'est un peu ça. C'est réinventé. À la fin, je mets des points d'interrogation. Est-ce que le polyamour, c'est le futur de la relation? Et je mets plein de questions comme ça. Est-ce qu'il y a plein de... Pour moi, il y a plein de... Comment dire? Si c'est fait avec la tête, pour moi, c'est ça qui est compliqué. C'est mon opinion, mais ce que j'observe, les couples qui ont assez de sécurité, qui ont eu l'autorisation enfant d'exprimer toutes leurs émotions, et puis d'être accueillis sans être rejetés, sans intégrer que... et exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient, s'ils ont intégré que c'était correct. Ces gens-là, on les voit jamais en thérapie. Moi, je les vois pas. Donc, pour tous les autres, c'est pour eux qui ont réinventé un couple qui leur convient. Pour moi, c'est d'apprendre à se remettre en question, d'aller faire des rechercher. Il y a tellement de choses aujourd'hui, c'est de s'intéresser à ça. Moi, je vois pas comment autrement. Il y a peut-être d'autres façons. Moi, je disais la même chose, mais sous une autre forme. Je disais, mais vous n'avez pas le choix si vous voulez... changer vos représentations, c'est que d'explorer. Explorer, c'est expérimenter. Oui, donc, c'est aller se rencontrer soi au travers de rencontres avec d'autres, mais aussi au travers de questions que vous vous posez sur notamment les modèles amoureux qui existent, aussi sur interviewer vos amis, comment ils font dans leur couple, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que vous auriez envie de vivre, qu'est-ce que vous n'auriez pas envie de vivre, au travers de vos expériences du passé. Donc c'est toujours une rencontre avec soi finalement, et une exploration, une investigation, poser des questions avec la part adulte, aller être curieux, tiens, je vais aller voir dans tel milieu, qu'est-ce que j'explore, qu'est-ce que je rencontre, et se faire sa propre opinion quelque part, avec le moins d'a priori possible. Et peut-être ce que je dis souvent, c'est d'arrêter de se fixer sur tous nos vécus, parce qu'on a vécu déjà peut-être 3, 4, 10 relations, pour certains, moi probablement plus parce que j'aimais bien faire des expériences, mais justement faire des expériences pour me dire, mais j'en retire quoi de ces expériences? Au fond, qu'est-ce qui me va pas là-dedans, quoi? Pour moi, c'est se poser des questions. Tu vois, dans tout ce que tu dis, oui, mais la part adulte, il faut déjà la contacter. Souvent, il y a des petits garçons à l'intérieur ou des petites filles. Et si on n'en a pas conscience, c'est eux qui prennent tout le pouvoir. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'est d'aller voir son enfant intérieur. Moi, j'ai aimé, par exemple, il y a 2 outils comme le dialogue intérieur de Alycidra Stone et aussi l'intelligence relationnelle de François Deleuze. Je trouve ça super. Pour aller explorer, puis pour l'accompagner, cet enfant-là. Parce que si on ne le fait pas, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et c'est ce qui se passe dans les couples, par exemple, qui s'éloignent, ceux qui ne font plus l'amour depuis des années. Pourquoi? Parce que ils ont l'impression d'avoir, les femmes ont l'impression d'avoir un petit garçon, ou on a l'impression d'avoir sa mère, et on ne fait pas l'amour avec sa mère ou son petit garçon. Donc, pour moi, la seule façon, c'est d'apprendre à sentir. Moi, je vois le travail, par exemple, avec les hommes, c'est vraiment d'aller à l'intérieur et de sentir les besoins. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est qu'un besoin. Ils savent pas quels besoins ils ont, ils savent même pas ce qu'ils ressentent. Donc c'est d'apprendre à ressentir. Donc nous, on ralentit beaucoup. Apprendre le langage du ressenti. On a plein de mots, mais souvent on utilise les mêmes. Et après, sentir qu'à partir de là, c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai envie avec toi? Et puis faire la différence entre un besoin et une stratégie. Ça, c'est de la communication non violente. De Marshall Rosenberg disait souvent, on dit j'ai besoin que tu m'écoutes. Ça, non, c'est une stratégie. C'est une stratégie, oui. Besoin, j'ai un besoin de partage. J'ai un besoin c'est ça, d'harmonie avec toi. Ça, c'est un besoin. Mais après, écouter, c'est une des façons. Il y en a plein d'autres de stratégies. Et plus on va identifier ses besoins, plus on va savoir quel couple on veut. Parce que comme je disais au début, il y a autant de façons d'être en couple que de couples. Donc pour moi, là où j'en suis, tu vois, ça paraît simple de dire comme ça, mais c'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que ça demande d'aller se poser des questions et de ne pas s'arrêter aux normes sociales ou à ce qu'on à ce qu'on se dit, à nos vécus aussi, s'arrêter sur nos vécus, nos représentations. Donc ça demande de se poser des questions et d'aller enquêter aussi. Dépasser les peurs. Dépasser les peurs, enquêter,
explorer, mais on peut explorer que si on n'a pas peur. Parce que quand on a peur, on est prisonnier des peurs et on lâche pas le partenaire avec qui on n'est pas bien, mais avec qui on est en insécurité, mais on se sent quand même en sécurité. Donc tant qu'on lâche pas des peurs, tu as raison, on peut pas être curieux d'explorer. Tant qu'on est dans la dépendance affective. Dépendance ou dans les peurs de lâcher la relation. Ouais. C'est ça, derrière c'est des peurs. Derrière, on est en dépendance parce qu'on a peur d'être seul, peur de plein de choses. Donc il y a plein de choses. Donc ça c'est vraiment le petit 1. J'examine mes peurs et j'apprends à me rassurer pour ensuite passer en mode explorateur et je me pose des questions et je vais aller voir et me rencontrer moi. C'est d'oser d'aller voir aussi des personnes. On n'est pas malade si on se fait accompagner. C'est tellement. Oui. C'est vraiment d'accepter qu'on ne sait pas. On n'est pas fait on n'est pas des êtres. C'est l'éducation. Hein. Combien de fois mais il faut que j'apprenne à apprendre. Non, oui, c'est ça. C'est le petit enfant qui est à l'intérieur qui pense qu'il doit. Mais l'adulte, on doit demander. C'est comme dans le couple. Si on attend que notre partenaire nous donne ce qu'on a envie et qu'il devrait le deviner parce qu'il nous connaît, on peut toujours attendre. Ouais. Ça, c'est l'enfant. L'adulte, il demande. Puis juste, c'est important de normaliser ce truc-là, puis on va peut-être boucler avec ça, c'est que quand tu dis, tu sais, chez l'adulte, souvent je dois me débrouiller tout seul, je ne vais pas demander de l'aide, souvent les hommes d'ailleurs, ils n'osent pas aller se faire beaucoup, les femmes vont beaucoup plus facilement en thérapie que les hommes qui disent, je le dis aussi. Certains arrivent quand même en thérapie, mais il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas faire la démarche. Mais souvent, ce je dois me débrouiller tout seul ou toute seule, c'est un des symptômes de nos traumatismes d'enfant. Hein. Oui. Quand enfant, on s'est senti impuissant, qu'il n'y avait personne pour nous protéger ou pour nous tenir la main, on a survécu en se disant à partir de maintenant, je vais me débrouiller tout seul. C'est ça. Et donc, on continue avec ça toute notre vie, sauf que du coup, on s'enferme dans nos trucs et on ne sait pas demander de l'aide en fait. Et ça, c'est ce que tu disais. Et ça, franchement, c'est vrai que oser franchir le pas. Moi, j'ai écrit mon livre rien que pour ça. J'ai pas pu l'écrire pour les hommes, comme je disais dans le dernier truc que j'ai fait. J'ai dit, comme j'ai pas pu faire pour les hommes, j'ai écrit pour le couple, parce qu'on m'a proposé ça. Et j'ai quand même écrit en tant qu'homme, et puis j'ai parlé. Ouais. C'est vraiment par les hommes, et j'ai beaucoup d'hommes qui me demandent actuellement, et ça me fait du bien, c'est les hommes qui prennent le téléphone, qui m'appellent ou qui écrivent le mail. Ça me touche. Parce que moi, je voudrais j'ai envie de dire aux hommes, arrêtez d'avoir peur. Et je parle à moi en même temps. Hein. J'ai eu peur pendant des années, donc je sais de quoi je parle. Et puis, je suis pas autrement que les autres. J'ai des peurs encore aujourd'hui. Oui, mais c'est bien aussi que tu t'adresses aux hommes, parce que bien souvent, tu sais, on le voit aussi dans le développement personnel, il y a quand même beaucoup plus de majorité de femmes qui s'intéressent à ça, à ces sujets-là, ou qui consultent, etc. Et c'est chouette aussi, enfin c'est vraiment important aussi que les hommes s'autorise à se mettre n'aie pas honte de demander de l'aide, s'autorise, explore et que ça peut vraiment les aider à se joindre dans la connexion, à créer des couples heureux au lieu d'être malheureux, puis de ne pas s'isoler comme ça toujours et encore. C'est ça, parce que oui, nous aussi. C'est l'isolement derrière, hein. C'est je me referme, je m'isole, et puis après je remplace, souvent c'est ça, je vais faire un remplacement, je vais en trouver une autre, puis une autre, puis une autre. Mais finalement, il y a une sorte de solitude qui s'enferme. À un certain âge, oui, beaucoup. Moi, c'est ça dont j'avais le plus peur. Hein. De finir vraiment seul. Et là, à la limite, j'ai pas besoin. Là, je suis tellement bien avec moi que j'ai pas cette peur-là. Et puis, c'est comme ça qu'on peut rencontrer des personnes qui nous correspondent encore davantage. C'est-à-dire que notre imago, il change. C'est-à-dire, on va plus rencontrer quelqu'un que notre inconscient pense qu'il va nous donner ce dont on a le plus besoin. Tu vas toujours aller chercher ce qui nous manque le plus. Si on l'a à l'intérieur, l'autre ne va pas se sentir toujours happé, capté, en besoin de te réparer. Et c'est pour ça que ça passe toujours par nous. Toujours, c'est ça qui... C'est ça. Bon, merci Claude pour tout ce que tu as donné dans cette interview. Moi, j'adore parler de ça. Et puis c'est vrai que c'est naturel. J'ai l'impression que c'est... Voilà, et puis vous le retrouvez à travers quoi? Tes ateliers? J'ai pas mal de stages, j'anime pas mal de stages dans le sud de la France, en Belgique. Voilà, je mettrai les liens. Et puis en ce moment, moi j'ai mon livre qui sort aussi en même temps sur quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre. Donc on a quand même des thématiques qui se rejoignent. Ça me parle. Voilà, donc à bientôt et puis pour une prochaine fois. Merci, au revoir.